Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Au Sénégal, la région de Kédougou est celle qui enregistre le plus de cas. Comment prévenir cette maladie? Comment l'éradiquer? Voilà, entre autres, quelques questions auxquelles vont répondre nos invités d'aujourd'hui dans votre émission Kendia. Bienvenue sur votre émission Kendia. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis là accompagnée de mes deux invités, M. Ndiaye à ma droite et M. Ngom à ma gauche. Voilà, je vais laisser le soin à M. Ndiaye de se présenter. Ismaël Ndiaye, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, région médicale de Kédougou. Et à ma gauche, M. Ngom, présentez-vous s'il vous plaît. Donc, bonsoir à tout le monde et je fais un clin d'œil à tous les téléspectateurs. Donc, moi c'est Souleymane Ngom, je suis l'infirmier chef de poste de Dalaba, en même temps point focal de la lèpre et en même temps responsable du site sentinelle grippe 4S au niveau de la région du département de Kédougou et au niveau de la région de Kédougou. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est là aujourd'hui pour débattre sur le paludisme, qui est une maladie qui est en train de faire des ravages dans le Sénégal, plus particulièrement ici à Kédougou, en cette période d'hivernage. Alors, ma première question va s'adresser à M. Ngom. Voilà, M. Ngom, pouviez-vous nous expliquer c'est quoi le paludisme au juste? Le paludisme est une maladie infectieuse qui est due à un parasite appelé le Plasmodium falciparum et qui est transmis par un vecteur qu'on appelle l'anophèle femelle. Qu'est-ce qui montre que cette personne est atteinte du palud? Donc voilà, quand un enfant présente des signes de fièvre, je pense que quand il a une fièvre, voilà, des antécédents de fièvre, je pense qu'il faut qu'il se rapproche des structures de santé pour vraiment bénéficier de ce qu'on appelle d'un TDR, d'un test rapide, pour qu'on puisse le dépister, voir si c'est le palud ou non. Mais au-delà de cette fièvre, dans le palud, on peut avoir la fatigue, on peut avoir des vomissements, on peut avoir des maux de tête, et on va avoir aussi des douleurs musculaires. Donc c'est ça habituellement, couramment qu'on a par rapport aux signes du palud. Docteur, tantôt vous nous disiez que le palud est transmis par des piqûres de moustiques. Et on sait tous qu'actuellement on est à la période d'hivernage. Il y a beaucoup de cas de palud. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces piqûres de moustiques? Je pense que là où il faut vraiment orienter les populations, c'est par rapport aux moyens de prévention par rapport au palud. Donc pour commencer, nous avons le moyen le plus sûr par rapport pour se prévenir vraiment du palud, c'est juste d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Donc aussi par rapport aux femmes enceintes, parce qu'il y a une prise en charge qui est faite dans le cadre de la prévention, et d'inviter et aussi d'orienter, de sensibiliser toutes les femmes enceintes qui ont des carnets à la prise systématique de la SP pour véritablement aussi prévenir, pour vraiment sauvegarder cette couche vulnérable. Et aussi en ajouter, aujourd'hui on parle de CPS. Il est important que tous ces enfants qui sont dans la cible de la CPS, c'est-à-dire de 3 à 120 mois, puissent véritablement bénéficier de cette chimioprévention qui nous permet, qui est aussi un moyen, une stratégie véritablement de pousser, de faire reculer le palud dans la région de Kédougou. En plus de ça, je pense qu'on est en période d'hivernage comme elle vient de le dire, parce que quand on parle, parce qu'il y a un adage qui dit un esprit sain dans un corps sain. Donc l'environnement joue un rôle très important aussi dans la propagation de ces espèces, c'est-à-dire de ces moustiques anophèles. Donc l'environnement joue vraiment un rôle très important dans le cadre de la lutte contre le palud. Parce qu'au-delà même de ces moustiquaires, de dormir sur moustiquaires, au-delà même de la SP, au-delà de la chimioprévention et de l'aspersion intradomiciliaire, il faut que les gens aussi veillent à leur environnement. Maintenant, il va falloir que nous, population, nous, communautés, qu'on commence déjà à présent à réfléchir comment faire, rendre propre vraiment l'environnement pour vraiment essayer d'interrompre la propagation de ces espèces de moustiques. Après tous ces signes, quand doit-on consulter un médecin? Doit-on attendre une semaine, un mois, 2 semaines ou bien plus? C'est une question qui a de l'importance. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est quoi? Tantôt, j'avais dit par rapport aux signes de palud, j'avais un peu parlé de la fièvre, qui est vraiment le signe à ne pas négliger. Et je pense que, comme je l'ai dit, le paludisme, c'est une maladie infectieuse. Et quand on parle d'infection, on parle de fièvre, on parle de corps chaud. Donc, ne pas laisser les enfants jusqu'à 48 heures de fièvre ou bien 24 heures de fièvre. Dès qu'on aperçoit que son enfant a la fièvre,
il faut se rapprocher le plus vite possible de la structure de santé la plus proche. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut inviter les populations, les mères, les gardiens enfants, vraiment au premier réflexe. Et à ceux qui habitent dans les villages, là où il y a des problèmes d'accès, je pense qu'aujourd'hui, Kédougou, là où tu te trouves, tu peux avoir bénéfice d'une réalisation d'un TEDER. Parce qu'au-delà même des structures de santé, il y a la mise en place de la PECODOM+, qui est des relais conformes dans le cadre de la dispensation de soins à domicile, ce qu'on appelle les DSDOM. Donc eux, ils sont disponibles au niveau des villages, et dans chaque village reculé, presque dans tous les villages de Kédougou, il y a au moins un ASC ou bien une case où un DSDOM se place. Donc ce DSDOM, je pense qu'il joue aussi ce rôle, qui est un rôle essentiel dans le cadre de la prise en charge des cas de fièvre, dans le cadre de dépister le maximum de palud et de prévenir les cas de palud grave. Est-ce que les femmes enceintes peuvent prendre les médicaments du paludisme? Bien sûr, parce que d'après le nouveau protocole par rapport à la prise en charge des femmes en état de grossesse qui sont diagnostiquées avec un TEDER positif du palud, je pense que c'est faisable. Mais il y a un peu des exceptions par rapport à cette couche. Donc pour les palud simples, on peut les traiter bien sûr avec des ACT appropriés par rapport au poids de la femme. Les femmes qu'on a diagnostiquées du palud et qui présentent un palud simple, c'est-à-dire un palud où il y a les signes sans signe de danger, où il y a vraiment absence de signe de danger, c'est-à-dire un palud simple. C'est ce palud-là qu'on peut prendre en charge au niveau poste de santé et au niveau aussi dans toutes les structures de santé. Mais seulement pour les femmes qui ont entre 4 mois jusqu'à 9 mois de grossesse. Donc les femmes qui sont à 1 jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire du premier tiers de grossesse, ils sont vraiment, on les interdit de les prendre, quoi. On ne les prescrit pas de l'ACT. Voilà, le palud peut-il engendrer d'autres maladies, comme le cancer ou l'insuffisance rénale ou d'autres maladies même? Il faut toujours vraiment éviter qu'il y ait des complications. D'où la prise en charge et le diagnostic précoce des cas de palud. Au premier signe, qui est vraiment la fièvre, vraiment il faut aller vraiment se faire dépister le plus vite possible pour qu'on puisse te prendre en charge. Maintenant, le cas contraire, c'est que si véritablement il y a un retard dans la prise en charge, ça va poser problème. Donc s'il y a un retard aussi vers la référence, vers les structures de santé, ça va poser problème. Mais dans tous les cas, le palud peut bel et bien créer des complications qui peuvent même conduire jusqu'à la fatalité qui est la mort. Parce que ce que je l'avais dit tout tantôt, que le palud, que 412 millions de palud en 2015, d'après les études, ont été enregistrés au niveau mondial. Et parmi ces cas, on a 4000 personnes qui viennent vraiment qui sont diagnostiquées au niveau de l'Afrique subsaharienne. Hein? Donc quand on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et probablement le Sénégal fait partie. Donc nous, on n'est pas imprégnés. Et c'est les 3 tiers de ces cas dépistés touchent la couche vulnérable qui est les enfants de 0 à 59 mois. Et ce qui fait que aussi, je l'avais dit tantôt, aujourd'hui on a 4 types de parasites qui peuvent causer le palud. Mais nous, on va juste se focaliser de ce qui existe en Afrique qu'on voit souvent, qui est le Plasmodium falciparum, et qui fait beaucoup de dégâts. Parce que j'ai dit que c'est le plus terrible, mais c'est le parasite aussi responsable de palud qui cause beaucoup plus de problèmes. Maintenant, la première complication, c'est quoi? C'est le neuropalud. Et le neuropalud, je pense que les Sénégalais l'ont vécu. Je pense que les communautés l'ont vécu. C'est ça que quand l'enfant il a des crises, un enfant a des crises, la crise, un enfant qui le fait, ça peut atteindre n'importe quel organe, que ce soit les reins, que ce soit le foie, que ce soit le cerveau, et probablement conduire à la fatalité qui est la mort. Donc le palud, vraiment, c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse, et sur le plan économique, qui vraiment rend les familles pauvres. D'où l'important de réunir les forces pour véritablement faire reculer le palud à Kédougou et généralement dans le Sénégal et probablement dans l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi y a-t-il plus de cas à Kédougou, zone sud, que dans les autres régions, par exemple Dakar, Thiès, Saint-Louis ou autres? Donc merci, ça c'est une très bonne question parce que quand on parle de Kédougou et de Dakar, donc la différence est juste côté pluviométrie. Parce qu'il pleut plus à Kédougou qu'à Dakar. Donc ce qui fait que
on a beaucoup plus d'humidité à Kédougou. Et vous savez que les moustiques aiment beaucoup l'humidité. En plus de ça, Kédougou, il est limitrophe de la Guinée, qui a une pluviométrie qui a une très grande importance. Et ça aussi, ça peut influencer par rapport à lui. Et sur le plan aussi végétation, Kédougou est plus, il y a beaucoup plus de la végétation est beaucoup plus riche au niveau de Kédougou qu'au niveau de Dakar. Donc Dakar, c'est des villes. Donc ce qui fait que aussi assainissement aussi ça joue. Dakar est beaucoup plus assaini que la région de Kédougou. Donc tout ça joue que véritablement on a beaucoup plus de cas de palu à Kédougou qu'à Dakar ou autre. Quelles sont les couches les plus vulnérables? Donc les couches véritablement qui sont vulnérables au palu, je pense que c'est les enfants qui sont âgés de 0 à 59 mois et les femmes enceintes. Je pense que quand on parle de maladie, c'est d'habitude ces premières couches, on parle de prévention. C'est ces couches-là qu'on doit protéger avant tout pour véritablement voir. C'est pour cela que vous voyez la chimioprévention. Donc normalement, ça devait concerner seulement les enfants de 3 à 59 mois. Mais on a vu aussi les enfants de moins de 10 ans ou bien de 10 ans ou égal à 10 ans sont aussi dans le champ des enfants qui décèdent du palu. Raison pour laquelle le PNLP, le programme national du paludisme, a élargi un peu la tranche d'âge pour le faire de 3 mois à 10 ans. C'est juste pour ratisser et pour pouvoir sauvegarder plus d'enfants. Donc les femmes enceintes, ça va de pair, hein, parce que quand une femme est enceinte, elle devient vulnérable. Elle devient vulnérable. Donc ce qui veut dire que aussi c'est une couche qui est véritablement qu'il faut protéger par la prise de SP à partir du 2e trimestre de la grossesse et aussi le fait de dormir sur moustiquaire en respectant les 3 T. Je pense que ça a une importance capitale aussi. Surtout. Donc enfin, ce qu'il faut résumer pour le palu, c'est que le palu c'est une maladie vraiment infectieuse qui est véritablement objet de problèmes de santé publique. Il faut vraiment prêter beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, la région de Kédougou, on parle de Covid-19. Mais je dis tantôt, ce qui tue nos enfants, ce n'est pas le Covid-19. Parce que jusqu'ici, on n'a pas entendu un enfant qui est décédé du Covid-19. Mais on a toujours entendu un enfant qui est décédé du palu. Donc, raison pour laquelle, j'incite pour me résumer, que dire que le paludisme, c'est dû à un parasite. Maintenant, qui est transmis par une piqûre de moustique. D'où l'importance véritablement d'utiliser les moustiquaires à bon escient, en respectant les 3 T, toute la famille, toutes les nuits et toute l'année. Je pense que c'est important. Autre chose aussi, les femmes enceintes, le respect véritablement des rendez-vous par rapport à la CPN pour qu'ils puissent bénéficier de la prise de SP. Et les enfants, respect véritablement de la prise de la chimioprévention du paludisme, CPN, c'est-à-dire l'administration des médicaments. Je pense que ça va aider véritablement à faire reculer vraiment le paludisme à Kédougou. Et quand on parle de Kédougou, on parle du Sénégal et généralement dans toute l'Afrique. Voilà, nous allons revenir vers M. Ndiaye. Pouvez-vous revenir sur la campagne de chimioprévention contre le paludisme, communément appelée CPS? Pour ce qui est de la campagne CPS, donc campagne CPS, ceci signifie campagne chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est une campagne qui se fait chaque année et la cible concerne les enfants de 3 mois à 10 ans. Maintenant, par rapport à cette campagne, au préalable, il y a eu la tenue d'un CRD, d'un comité régional de développement, organisé par le gouverneur, où il y avait la présence des chefs de services régionaux, mais également la présence des délégués de quartier et imams. Donc après, il y a eu une bande-annonce réalisée avec les Badjengor, l'appui des Badjengor, où elle parlait des dates de passage par rapport aux 4 passages, c'est-à-dire aux 4 mois successifs, à compter du mois de juin. Ces bandes-annonces sont relayées au niveau des chaînes câblées, télé, au niveau de la commune de Kédougou, et que également il y a eu des prêches par les imams au niveau des mosquées. C'est le vendredi, c'est-à-dire la veille du démarrage du premier passage de la campagne CPS.
Maintenant, par rapport à cette campagne, c'est vrai que là, nous venons tout juste de terminer le premier passage. Si on doit évaluer, on peut dire qu'on a eu quand même quelques cas de refus qui sont notés. Et par rapport à ces cas de refus, quand même, qui sont minimes quand même, mais quand même, il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, un dispositif, c'est-à-dire il y a un comité de gestion des cas de refus composé du responsable EPS du district, du responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé et également l'ICP de la zone concernée, parfois même l'imam ou le délégué de quartier, donc ça dépend des sites. Donc par rapport à cette campagne, juste dire que également il y a eu des effets indésirables après administration des médicaments au niveau à ces enfants. Qu'en est-il des cas de refus et effets indésirables? Comment vous les gérez? Pour ce qui est des cas de refus, il y a un comité composé de l'équipe de communication. Quand je parle de l'équipe de communication, je fais allusion au responsable EPS du district, au responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, l'ICP de la zone concernée, l'imam et le délégué de quartier de la zone concernée. Donc cette équipe est composée, voilà la composition de l'équipe qui se charge de gérer d'éventuels cas de refus. Maintenant, pour les effets indésirables, il y a un dispositif déjà mis en place au niveau du centre santé avec l'achat de médicaments, parce que souvent les effets indésirables, c'est juste des fièvres, donc c'est passager, donc il y a le nécessaire qui est déjà mis en place. Quelles sont les stratégies mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le paludisme? Juste retenir que c'est la campagne CPS qui revient chaque année. Mais parmi les stratégies, on peut citer déjà, comme l'a dit tantôt Ngom, il y a les DESDOM, les dispensateurs de soins à domicile, qui ont été formés, orientés pour la prise en charge des cas de palud simple au niveau des quartiers. Il y a également la gratuité des ACT, donc les médicaments qu'on donne aux personnes qui ont le palud, qui est gratuit. Donc il y a également la disponibilité des TDR, les tests rapides, pour le palud, donc qui est disponible au niveau des points de prestation. Tout récemment, on vient de finir avec la campagne AID, l'aspersion intradomiciliaire, et présentement nous sommes dans la phase 1 de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier. Donc voilà les quelques stratégies qui sont mises en œuvre ici au niveau de la région de Kédougou. Voilà, notre émission tire à sa fin. Je tenais à remercier mes deux invités, M. Ndiaye et M. Ngom, et vous donner rendez-vous la prochaine fois dans un nouveau numéro dans votre émission Kendia.